Bonjour et bienvenue, une nouvelle semaine d'Alter Ego Inside Giro en compagnie de notre invité Bernard Biancarelli. Bonjour. Bonjour. Alors Bernard, pour les éditions Albiane que l'on ne présente plus, mais quand même, on va parler des nouveautés, de la rentrée littéraire justement de ces éditions Albiane. Mais tout d'abord, on va situer un petit peu ces éditions Albiane au jour d'aujourd'hui. On sait pourquoi elles ont été créées. Aujourd'hui, on en est où de ce point de vue-là ? Déjà, ça fait une petite histoire de plus de 30 ans. Hein. On est à 31 ou 32 ans d'existence. C'est une entreprise. Hein. Ça n'est pas du tout une association. Donc on a vraiment un statut professionnel dans l'édition. Et on a un catalogue aujourd'hui d'à peu près entre 650 et 700 titres publiés, dont une très grande partie, j'ai fait le compte il n'y a pas très longtemps, en langue corse, donc avec un certain nombre d'objectifs, d'idées, de désirs par rapport au livre et de questionnements aussi. Donc voilà, une édition de type moyen au niveau national, mais très importante au niveau insulaire, puisqu'elle on compte une quarantaine d'ouvrages par an. Publiés, toutes catégories confondues. Donc, pour la Corse, c'est une très grosse édition, je pense. La ligne éditoriale des éditions Albiane, vous avez dit la langue corse, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément ce qui se vend le mieux, mais il faut le faire. Ah oui, bien sûr. La langue corse, c'est quelque chose qui est une obligation quand on est éditeur en Corse. On doit aider la langue corse. Pourquoi ? Pas par idéologie, pas par désir comme ça morbide de réveiller quelque chose qui serait mort, mais simplement parce qu'elle existe et qu'on doit absolument ouvrir les voies, même si le lectorat est faible, on doit garder ces espaces éditoriaux pour les auteurs, pour les lecteurs. Voilà, nous devons de faire vivre cette langue puisqu'elle est là. La ligne éditoriale, plus généralement, c'est assez généraliste au niveau des publications. La ligne éditoriale, elle a toujours été concentré sur la Corse, mais on ne s'est jamais rien interdit. D'accord ? Donc on fait, si vous voulez, toutes les rubriques. On fait de l'essai au beau livre, en passant par de la randonnée, de la cuisine, etc. Et tout ce qui est création, donc poésie, littérature, roman, nouvelle, etc. Et nous commençons là, nous allons arriver à créer un domaine jeunesse un peu plus important. Voilà. Alors toute cette histoire, elle est faite de tentatives, d'essais réussis, non réussis. Il y a plein de choses dans l'histoire d'une édition. Tout ça fait, en gros, si vous voulez, la ligne éditoriale. Elle se voit peut-être en regardant en arrière. C'est-à-dire, nous avons toujours essayé de concentrer nos efforts sur des livres de grande qualité qui ouvraient des espaces littéraires, de débat, que l'on pensait nécessaires pour la Corse. Ça, je pense que c'est quelque chose comme ça, quelque chose on a voulu un petit peu être utile. Donc ce département jeunesse qui s'ouvre aujourd'hui, Voilà, on va le développer. Alors, c'était un domaine dans lequel nous n'étions pas vraiment allés jusqu'à présent parce que c'est un domaine extrêmement difficile du point de vue éditorial. On pense que c'est très facile de faire du livre jeunesse. C'est exactement le contraire, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que vous devez avoir un travail très particulier sur le texte qu'il faut faire correspondre à l'âge du lecteur, etc. Donc sur les thèmes aussi, évidemment. Et sur l'illustration. En général, le livre jeunesse, on pense livre illustré. Donc, il y a un travail très minutieux, très long, éditorial au sens propre. C'est-à-dire, vous mettez les mains dans le cambouis, vous essayez de faire que le livre, à la fin, on n'y voit aucun défaut. C'est-à-dire que le niveau de langue corresponde au niveau d'illustration, etc. Que ça soit beau, que les gens soient contents d'acheter ça pour leurs enfants, parce que ce n'est pas les enfants qui les achètent, mais c'est les parents. Donc vous avez un problème, chaque fois que vous pensez le livre, vous avez un problème de type éditorial à régler, quel que soit le livre que vous ayez entre les mains, le manuscrit que vous ayez entre les mains. Donc c'est très long. Ça venait en plus de ce que nous faisions à côté. Donc, et dernière chose, peut-être la plus handicapante, c'était que nous-mêmes, nous avions à nous former.
C'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel il faut avoir des idées. Sinon, vous faites du livre, vous faites de l'imprimerie plutôt que de l'édition. Si vous faites ce qui vous arrive dans les mains. Donc, nous, ce que nous voulions, c'était vraiment faire une édition Albiane avec un certain niveau, une certaine ligne éditoriale, voilà, une idée. Est-ce qu'on a les auteurs pour ça en Corse? Je pense qu'ils y sont, mais justement, l'espace n'existe pas vraiment. Il y en a. Il y a de très bons illustrateurs. J'ai encore reçu dernièrement des très bons pressbooks. Alors le problème là, c'est le problème de l'éditeur, c'est de faire concorder ces très bons illustrateurs avec des très bons écrivains. Le problème de l'écrivain dans le domaine jeunesse, il est qu'en général, il tombe dans deux écueils dans lesquels l'éditeur que nous représentons ne veut pas tomber, c'est-à-dire le tout pédagogique, apprendre absolument quelque chose à l'enfant, la langue, avec des mots, j'ai trouvé au fin fond de la mémoire, avec des principes, des choses... donc ce sont des livres où il était difficile de dire ce que nous voulions vraiment comme sortir exactement. Comment nous voulions nous positionner de manière à ce qu'effectivement on ne tombe pas dans les écueils du livre pédagogique ou du livre que l'on aurait voulu lire quand on était enfant ou que l'on a lu quand on était enfant. C'est très facile d'être très ringard quand on fait du livre jeunesse. Donc être novateur, être créateur, tout ça se combine, c'est vraiment un domaine très très particulier. Et donc pour essayer de rattraper cela, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés en Italie. Nous sommes allés à Bologne plusieurs fois, voir ce qui se faisait dans le monde entier, parce que Bologne, c'est le plus grand festival de littérature jeunesse du monde. Donc vous avez une concentration là phénoménale d'albums. C'est là que les droits s'achètent et se vendent au niveau des grosses maisons. Mais quand même, vous pouvez arriver à avoir une idée d'abord du marché, parce qu'on ne le connaît pas. Quand on n'a jamais édité, on ne connaît pas ce marché-là non plus. Donc, comment ça se passe? Quels sont comment nous pouvons nous placer? Qu'est-ce que nous pouvions faire? Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons acheté des droits en Italie à des petites maisons italiennes, mais très, très belles, très performantes, parce que le graphisme italien est à la pointe. En fait, les Italiens nous ont vu arriver d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt, de curiosité, parce que ils sont rarement achetés par le public français, par les éditeurs français. Et donc, nous leur offrons aussi une sortie nationale sur le national française, et nous voulions dans le même temps avoir ça en français et en corse. Donc nous avons acheté 3 albums que nous sortons là bientôt. Nous les présentons à la foire au Salon du Livre indépendant de Pise au mois de début novembre. Et ces 3 magnifiques albums qui évidemment, on ne veut pas, c'est pas pour ne pas faire de Corse ou pour ne pas prendre d'illustrateurs corse, mais c'est juste pour montrer, pour dire voilà, nous, c'est ce type de bouquin que nous voulons dans nos éditions. Nous voulons faire des choses sans prétention, mais les meilleurs possibles pour nos enfants. C'est-à-dire, on ne veut pas faire... voilà, c'est pas de l'esbrouf, c'est vraiment apporter le mieux à nos enfants, parce que ce sont nos enfants et que nous devons faire attention à ça. Merci beaucoup Bernard Biancarelli. On va se retrouver demain, justement, pour parler des sorties des éditions Albiane. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bernard Biancarelli. Bonjour. Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui à notre micro, donc dans le cadre d'Alter Ego Saint-Gir, ou pour parler de la vie des éditions Albiane et notamment des sorties, des nouveautés que vous nous présentez. On s'est quitté hier en parlant de ces 3 livres jeunesse qui ont été, on va dire, des droits rachetés à un éditeur. Ils sont traduits en Corse, ils sont traduits en Corse et en français. C'est quoi comme type d'ouvrage ? Alors, il y en a pour 3 âges. Là aussi, nous avons essayé de faire un travail pour des tranches d'âge différentes, parce que j'expliquais hier donc, que c'était très, très compliqué de travailler dans le domaine jeunesse, parce qu'il faut aussi servir un certain nombre de classes d'âge. Donc, nous avons pour les tout petits une berceuse, l'histoire
d'une brebis qui s'égare dans le noir, qui a peur et qui est recueillie par une louve. Un texte très joli, très simple pour les tout petits, qui est extraordinaire en langue corse. Quand on l'a traduit en langue corse, vraiment, il est très 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 beau. Il a été traduit par Stéphanie Padovani, qui est conseillère pédagogique en langue corse et qui connaît bien les enfants puisqu'elle est institutrice aussi. Et en français, pareil, c'est des textes qui sont très très beaux. Le deuxième, j'ai oublié de dire qu'en français, ils sont traduits par Alessandra D'Antonio, qui est la directrice du département d'italien à l'université de Corse. Et donc qui, elle, fait cela parce qu'elle va aussi travailler avec ses étudiants sur ces questions-là. Vous verrez que ces questions de langue sont très importantes dans nos préoccupations d'aujourd'hui. Et on pourra en dire quelque chose plus tard. Le deuxième, c'est un album magnifique qui s'appelle La Formicola e il Passaparola en italien, A Formicola e il Passaparola en corse. Et c'est l'histoire d'une fourmi qui veut remercier un lombric de l'avoir aidé à faire sa maison. Et elle donne le message à une abeille qui va la dire à un autre, etc. Et évidemment, le message est complètement tordu. Ce qui permet à des gamins entre 3 et 6 ans de voir que des fois on n'entend pas bien un mot, des fois on ne le répète pas bien, que les histoires s'altèrent au fur et à mesure, et qu'on parle, et que ce n'est pas grave, parce qu'à la fin quand même, le message va finir par arriver dans de bonnes conditions. Et donc là vous avez un jeu de langue qui est très intéressant quand on apprend le corse, à mon avis. Très très intéressant parce que moi j'ai un fils qui est dans l'école bilingue, et évidemment passer d'une langue à l'autre, ça fait réfléchir différemment, ça fait réfléchir sur la langue, chose que quand on est dans une école unilingue, on ne réfléchit pas pareil la langue, elle arrive comme si c'était naturel. Or là, les gamins font un exercice permanent de passer d'une langue à l'autre, et donc ils sont confrontés aux altérations de sens, etc. Le troisième s'appelle en italien Ritrovare le storie, en corse Conta che ti conto, et en français nous l'avons traduit par Kyrielle, parce que c'est une histoire magnifique d'un saltimbanque qui arrive dans un pays où les gens ne se parlent plus. Et là, ils ont le saltimbanque passe dans la rue avec une pancarte avec un mot, et les gens tout doucement vont dire, tiens, ah oui, ce mot me rappelle une histoire. De cette histoire-là va naître un autre mot, et on va enchaîner comme ça les histoires. De mot en histoire, on va arriver jusqu'à la fin. Pourquoi il est intéressant celui-ci ? Pour des questions de langue aussi, surtout parce qu'il est lié à un jeu de loi, qui est un jeu magnifique, où vous n'avancez que si vous racontez une histoire liée au mot qui est sur la case sur laquelle vous tombez. D'accord ? Ce qui veut dire que, par exemple, vous allez tomber sur biciclette. En italien, bicicletta en corse. Donc, si vous ne racontez pas une histoire de bicyclette, vous retournez d'où vous venez. D'accord ? Donc, vous n'avancez pas. Ce qui veut dire que ça oblige les enfants à utiliser la langue. Et je fais le pari que pour le corse, c'est un outil extraordinaire. Voilà. Donc, il est très bon pour le français aussi, puisque ça oblige les enfants à verbaliser et à dire un certain nombre de choses, des fois importantes, des fois anodines. Et il faut dire que cet album est tiré d'un atelier de théâtre italien où il travaille beaucoup sur l'improvisation avec les enfants. Donc, vous avez derrière, pas très loin, l'idée du théâtre, dont dans les écoles ici, on se sert aussi par rapport à la langue corse. Parce que vous savez que le problème de la langue corse, c'est le fait qu'il faut l'utiliser. Il faut que les enfants l'utilisent en dehors de l'école. Il faut que ça soit naturel de s'exprimer dans cette langue. Et on sait bien qu'en Corse, qu'on a de plus en plus de difficultés par rapport à ça. Un petit clin d'œil à Stéphanie Padovani, justement, qui a traduit ses ouvrages. Le théâtre, elle connaît aussi pour l'avoir appliqué avec ses élèves. Bien sûr. Travail magnifique en théâtre avec Mariana Nati. C'est exceptionnel ce qui a été fait dans ces domaines-là.
Alors Bernard, donc on va poursuivre sur cette rentrée littéraire des éditions Albiane pour parler des sorties justement. Donc ces 3 ouvrages dans le département jeunesse, on a dit, qui s'étoffent au fil des mois et des semaines. Qu'est-ce que vous nous avez concocté d'autre ? Est arrivé cette semaine, le premier ouvrage d'Antonio Marielli qui s'appelle Evole di Antonio. Encore en Corse, encore pour une classe d'âge un peu plus grande celle-là, parce que les histoires sont parfois un peu effrayantes. C'est donc son vol qu'il a tiré de sa mémoire, de son histoire, et que l'on connaît peut-être, certaines. C'est un très bel ouvrage qui a été illustré par Jean-Yves Casalt, qui fait par ailleurs Voilà, exactement, qui a traduit Iacari et qui a fait les dessins des couvertures de Diana dell'Alba, en particulier, qui les a souvent illustrés. Et c'est un très bel ouvrage. Alors là, on est plus dans la tradition. C'est ce que j'expliquais par rapport au domaine jeunesse, c'est-à-dire que ce que nous faisons par rapport à ces ouvrages que nous allons chercher en Italie n'empêche pas du tout que nous travaillons avec les gens d'ici sur un certain nombre de projets, pourvu qu'ils soient cohérents, intéressants, et qu'ils aient du sens, simplement. Donc, c'est un très bel album destiné, qui se lit très bien. Donc là, il y a plus de textes, c'est pour ça que je disais la classe d'âge est plus haute. Il y a plus de textes, et voilà, il met en scène un espace très rural, très, voilà, folle, et des baesi, donc des histoires de serpents, de gens maudits, etc., des histoires naturelles, on va dire aussi. Donc ça c'est ce que nous préparons en réalité, ce que nous avons préparé pour les sorties de Noël. Sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a beaucoup d'autres qu'on va peut-être retrouver, si vous le voulez bien, Bernard, dès demain, donc pour parler de tous ces projets. À demain. À demain. Bonjour à tous. Poursuite de notre rencontre avec notre invité de la semaine, Bernard Bancarelli, pour les éditions Albiane. Bonjour Bernard. Bonjour. Donc, Evole di Antonio, également des livres consacrés à la jeunesse, et puis beaucoup de sorties aussi. Alors, oui, nous en avons 3 qui font partie de la catégorie essai. Un qui va sortir dans vraiment pas très longtemps, qui est écrit par Romain Colonna sur les questions de co-officialité, tout en Corse, co-ufficialità. Il s'agit de donner 50 arguments au débat, d'apporter 50 arguments au débat sur la co-officialité. Vous savez que c'est un débat qui nous tient à cœur, la co-officialité, moi je pense que à notre niveau, la co-officialité c'est un concept politique, donc c'est quelque chose qui doit être débattu, mais je pense que chez nous, les 2 langues dans lesquelles nous exerçons et que nous possédons doivent au minimum être à parité. Donc nous devons le traiter comme cela. Ici, vous avez un certain nombre, 50 arguments, qui vous permettent de comprendre ce débat de la co-officialité et de trouver les raisons dans la société, dans la pratique, dans la réalité du bienfait d'une co-officialité. C'est-à-dire que la co-officialité trouvera une traduction dans la société corse et elle mettra les langues simplement, normalement, côte à côte comme elles doivent être. Donc pas l'une contre l'autre, l'une supérieure à l'autre, etc. Le combat des langues ne sert personne. Par contre, la possession de 2 langues dans le monde moderne, c'est un atout incroyable. C'est incroyable d'avoir 2 langues au départ. Donc, il y a énormément de pays au monde où on a 2 langues au départ. Donc là, on participe au débat grâce à Romain Colonna sur cette question-là. Pourquoi le bilinguisme ? Pourquoi la co-officialité ? Pourquoi ce que j'ai nommé la parité sont des avantages et créeront les avantages de nos enfants, des avantages indéniables. Ce n'est pas, on inscrit ce débat-là dans un discours moderne et non pas passéiste. Donc ça, premier essai. Allora, questa riflessione non ta ufficialità, giusto appunto, c'è oggi una differenziazione tra il bilinguismo e la ufficialità. Qui si parla veramente, si tratta veramente di ufficialità.
Qui il soggetto è ufficialità, ma l'argomenti sono tutti presi nella società, vuol dire qui o in altro. Vuol dire che quando uno dice che non so mica una lingua un po' mica essa messa a parità in ufficialità, si potrebbe dire, con un'altra, perché si perderia qualcosa, invece qui ci sono argomenti tro e in altro per dire no. A prova è che, per esempio, in Scozia o la zona 2, ci sono esempi che mostrano esattamente altre cose, cose differenti. A difficoltà di questo dibattito è che pregno di politica, ma la società dice parecchie volte non dice mica ciò che la politica moscia. La società, per esempio, non la so, io sono andato ho vissuto in Tunisia la gente parla in arabo, parla in francese, parla in italiano perché tagliano a televisione italiana, parlano tre arabi, l'arabo classico, l'arabo moderno, l'arabo tunisiano, o francese o l'italiano, e non si pone mica questione di se sarebbe bene o mica bene, e sono gente che abbiamo visto anche a televisione, che sono in modernità, non sono mica in ritardo per via di lingue. Donc, è giusto per dire questo. Très bien, donc on a bien compris le message, Bernard Biancarelli. Autre sortie, donc toujours dans la catégorie essai peut-être. Alors catégorie essai, nous sortons un dialogue entre un prêtre croyant donc et quelqu'un qui ne l'est plus. Il s'agit de Gaston Pietri et Jacqueline Guérini qui ne tombe pas dans la controverse, mais tente de créer les conditions d'une conversation entre des gens qui croient et des gens qui ne croient pas, autour du mystère de la croyance en réalité. Donc ça n'est pas quelque chose de comment dire, d'abstrait. C'est tiré de leurs propres expériences, de leurs ressentis, de leur manière de penser et de concevoir la vie en général. Donc là, on est dans un niveau plus philosophique, on va dire, mais ô combien intéressant de nos jours, puisqu'il s'agit de savoir si les croyances vont nous guider ou pas nous guider, et quelle est la meilleure croyance, et quel est que viennent faire les non-croyants au milieu, etc., etc. Ce sont des débats à avoir dans une société laïque, absolument, parce qu'il faut évidemment déblayer ces débats et essayer de faire en sorte que les gens qui y participent soient un petit peu moins ignorants. Ça va être difficile, mais c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, nous en avons un autre qui est aussi une conversation de Philippe Castelin avec un cinéaste autour de la question de la violence. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de philosophique aussi, puisque Philippe Castelin est un philosophe de formation, poète, grand poète ici, corse, et avec une vraie réflexion sur les questions de violence, qui semble passer un petit peu de mode depuis un an, depuis qu'il y a moins de sang dans les rues, mais qu'il est urgent de penser quand même, parce qu'il ne faut pas penser ces choses-là justement quand on est en situation de crise, il faut penser ces choses-là au fur et à mesure, et donc nous apportons notre pierre d'une certaine manière à ce débat auquel nous avons déjà pas mal participé avec les livres de Sampiero Sanguinetti, de Marie Perretti Ndiaye, etc. Donc c'est très très important pour la maison de participer et de construire ce genre d'arguments qui vont intégrer les débats sociétaux. D'être au cœur de la société, effectivement. Voilà. Merci Bernard, on va se retrouver demain pour une nouvelle émission. Merci à vous.
Bonjour et bienvenue, nous retrouvons notre invité Bernard Biancarelli, bonjour. Bonjour. Pour les éditions Albiane. Bernard, avant peut-être de reparler encore demain de quelques sorties, juste de quelques titres et qui ont honoré les ouvrages des éditions Albiane. Pas mal de récompenses, il y en avait eu forcément les années précédentes aussi, oui. Mais l'année 2015 a été très prolixe. Oui, on en a, très honnêtement, on en a très régulièrement. Pour des raisons que j'ignore, parce que je ne sais pas exactement comment fonctionnent les prix, hein, puisque vous savez que nous sommes restés... il nous est même arrivé de nous fâcher avec des jurys et des jurés, et de ne plus participer. Mais effectivement, nous avons eu un certain nombre de récompenses sur lesquelles nous allons appuyer un petit peu un certain discours sur la variété. En fait, ces discours-là montrent la variété de notre production et une certaine qualité qui est reconnue ici et ailleurs. Et pour nous, ça, c'est quand même très important. Donc, nous avons eu des prix ici. Nous avons eu le prix Morelligni depuis l'année dernière, on va dire, puisqu'on parle de rentrée. Donc, depuis le mois de septembre dernier, nous avons eu... le prix Morelligni, qui est un prix attribué par le Conseil départemental de Haute-Corse, qui a été attribué à Guido Benigni pour Yeyette, donc un livre en langue corse. Donc nous les avons en langue corse et en langue française. C'est intéressant aussi de dire cela. Nous avons eu, je suis sûr que je vais en oublier, mais nous avons eu un prix que je trouve très important, qui a été remis la semaine dernière, pour Pierre-Joseph Ferrali, un ouvrage, un magnifique roman, vraiment une performance littéraire de grand niveau en langue corse, Fin tanto che l'erba crescerà, un magnifique bouquin qui a été récompensé en même temps qu'un livre de Jean-Christophe Ruffin par les lecteurs de Corse, des bibliothèques. C'est important, les prix des lecteurs, ça veut dire Le prix des lecteurs, donc ça veut dire que déjà il a eu quelques lecteurs et qu'ils l'ont apprécié. Et moi, je voudrais appuyer sur ce prix juste 2 minutes, parce que je pense que, non pas que le prix soit quelque chose d'essentiel, mais je pense qu'il rappelle qu'un livre en langue corse, dans ce pays, c'est un événement qui doit être traité comme un événement culturel. Ça n'est pas un événement anodin, c'est pas quelque chose que fait l'auteur dans son coin. C'est quelque chose qui nous concerne tous, un livre en langue corse. Il vient au milieu, il vient dire que la langue corse existe, il vient créer l'évidence sur laquelle nous avons besoin de nous baser, quoi qu'on dise de la décadence, du fait qu'elle périclite et tout un tas de discours que j'entends de ci, de là, elle existe. C'est très important. Et quelqu'un qui écrit 350 pages en langue corse, et qui a des lecteurs qui osent et qui font l'effort et qui disent qu'à la fin, l'effort ne leur a pas tant coûté que ça, parce que c'était beau, parce que c'était magnifique, parce qu'ils ont été transportés, parce que la littérature sert à ça et qu'une langue, elle sert à ça, elle sert à emporter les gens dans le monde commun, dans une pensée commune, dans une manière de concevoir le monde. Donc c'est un ciment de culture essentiel. Quelqu'un qui fait ce truc-là, c'est un événement culturel. C'est un événement culturel qui doit être traité comme ça. Donc, quand nous avons ce prix-là, nous sommes heureux, évidemment. Ça ne veut pas dire que... Donc, on est très heureux que ce prix-là existe, parce qu'il fait l'effort de dire que c'est important. Et puis, ça veut dire aussi que ces livres, puisque c'est le prix des lecteurs dans les bibliothèques, ça veut dire que les bibliothèques aussi défendent ces ouvrages. Ils font un travail essentiel. Pour nous, le lectorat, ça a toujours été la chose la plus importante. Il faut que les lecteurs soient le meilleur maillon de la chaîne. C'est le maillon le plus important. Souvent, on parle de la chaîne du livre. Donc, vous avez l'auteur, l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur, le libraire, etc. Pour moi, le maillon principal, ça sera toujours le lecteur. C'est lui le juge de paix, c'est lui qui doit faire. Mais par contre, il doit être averti, il doit faire l'effort. Le lecteur doit faire l'effort de
de lire des livres pour une raison très simple, c'est que le livre est un vecteur lent de culture, c'est un vecteur d'imprégnation de culture. D'accord ? Donc ça veut dire que quand on lit dans sa langue, eh ben, il nous échappe pas grand-chose. D'accord ? Donc nous continuons à penser. Donc nous devons la parler, mais nous devons aussi, aussi prendre ce temps qui est un temps lent de la lecture pour lire et pour accéder au mode de pensée. Il se trouve que ce livre-là, j'y tiens particulièrement parce qu'en plus, il défend une théorie de la violence très différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'accord ? Donc c'est très différent. Ça nous concerne. C'est situé en Amérique, mais ça nous concerne directement. C'est un très beau bouquin initiatique, on va dire. Hein. Il finit comme ça en tout cas. Et donc il propose une réflexion sur la violence dans la société que nous n'avions pas vue jusqu'à présent ici et qui, à mon avis, est concurrente de celle qui est habituellement traitée, c'est-à-dire une violence née de la frustration politique et de je ne sais quoi. D'accord ? La violence, elle parcourt la société pour d'autres raisons et qu'il convient de réfléchir dessus. Merci beaucoup Bernard Biancarelli. Peut-être une petite parenthèse aussi sur les prix. Il nous reste un petit peu de temps sur cette émission. Le polar que vous mettez en avant. Oui, mais j'ai pas menti. Alors le polar, nous en avons eu 2. Nous avons eu une mention spéciale pour Malawi au Salon du livre insulaire d'Ouessant pour le livre de Jean-Pierre Hariot. Belle reconnaissance parce que justement la mention spéciale fait que on l'a mis en plus. Il ne pouvait pas avoir le prix parce que ça n'est pas un polar en réalité. Mais le jury a pensé qu'il fallait souligner la qualité d'écriture et l'inspiration de ce bouquin. Il se trouve que le Salon international du livre d'Ouessant, c'est un salon international, donc on concourt avec des très grands auteurs. D'accord ? Ça, c'était la première des choses. La deuxième, on a souvent eu le prix d'Ouessant, et il y a des grands noms de la littérature corse d'aujourd'hui qui ont eu des prix, le prix d'Ouessant. Hein. Donc elle est toujours reconnue. C'est quand même aussi une petite pierre encore pour la littérature corse. Le deuxième, évidemment, c'est celui d'Anouk Langanet, que vous connaissez bien ici, puisqu'elle a une émission, pour un très bon polar, magnifique travail littéraire et dans le domaine du polar. Hein, c'est un domaine très difficile, le polar, contrairement à ce qu'on croit aussi. C'est un livre très bien construit, très beau, qui a reçu le prix marseillais du polar, et non pas du polar marseillais comme je l'écris souvent, mais en réalité c'est le prix marseillais du polar. Il est attribué de manière assez géniale après par un jury populaire qui lit une dizaine de livres, et il est défendu en séance publique, on va dire, sur la place du cours Julien à Marseille, par de vrais avocats. Donc vous avez une dizaine de plaidoiries et après, le jury va délibérer et attribue ce prix. Donc, elle l'a eu par rapport à 10 autres livres qui étaient défendus de la même manière, qui sont des auteurs issus de très grandes maisons de polar. On peut aller voir la liste sur Internet. C'est vraiment du très haut niveau. Et donc, on est très content. Et en même temps, très fier parce que ça vient couronner enfin un petit peu le travail que nous faisons dans le polar depuis plusieurs années. Et ça n'était pas encore arrivé, figurez-vous. En Corse, il n'y a pas de prix du polar, parce que peut-être effectivement la quantité et la production est trop basse, mais trop faible. Mais moi, je pense que c'est un genre tout à fait digne de ce nom, et j'adorerais avoir un polar... voir un polar recevoir le prix du livre corse, par exemple. Ils sont systématiquement éliminés, alors que c'est de la littérature. Voilà, on va terminer sur cette note. Merci beaucoup Bernard, on va se retrouver demain pour notre dernière émission. Merci.